Précédemment dans Medifact. Alors oui, notre médicament augmente le risque d'insuffisance valvulaire de 49 cent millièmes, mais il a montré un bénéfice dans la prise en charge diabétique en surpoids. Bah, c'est vrai que 45 cent millièmes, c'est pas beaucoup quand même. Je dirais à Jean-Michel qui t'a convaincu, ça lui fera plaisir et ça lui permettra peut-être de toucher son bonus. Mais heureusement que t'es pas médecin, parce qu'en médecine, il faut pas du tout raisonner comme ça. Mais docteur, est-ce que c'est possible que... Oui. Bah attendez, je vous ai pas encore posé la question là. Est-ce que c'est possible que ma maladie soit liée à la pollution? Oui. Est-ce que c'est possible que ma maladie soit liée au jus de carotte? Oui. Est-ce que c'est possible que je meure aujourd'hui? C'est possible. Et est-ce que c'est possible que je meure aujourd'hui à cause d'une chute de météorite? Oui. Ah ouais, mais ça c'est n'importe quoi en fait. Pas du tout. La probabilité d'envie d'un homme de mourir à cause d'un météorite est de 1 sur 700 000. Donc, sur une vie d'un homme de 80 ans, la probabilité moyenne journalière de mourir à cause d'un météorite est de 1 sur 20 milliards. La question intéressante n'est pas est-ce que c'est possible, puisque la réponse est toujours oui. La question intéressante, c'est à quel point est-ce que c'est probable. La vie est une maladie sexuellement transmissible et constamment mortelle. How did you? Valardo oris. Et qu'est-ce que tu crois qu'on essaye de faire là? Un comprimé 3 fois par jour pendant 10 jours. Et c'est du Spassion. Merci docteur. Mais vous êtes sûr que ça risque rien? Ah, bah si. Bien sûr que ça risque. Ok. Merci docteur. La vie est une maladie constamment mortelle. Et tout dans la vie présente toujours un risque. Le simple fait de prendre l'escalier pour sortir de chez soi présente un risque. La question, vous êtes sûr que ça risque rien? N'a aucun intérêt en médecine, puisque la réponse sera toujours... Bien sûr que ça risque. La seule question à se poser avant d'agir, c'est est-ce que les bénéfices espérés de mon action sont supérieurs aux risques qu'elle génère? C'est ce qu'on appelle faire la balance bénéfice-risque. Cette balance entre d'un côté les bénéfices espérés et d'un autre côté les risques encourus, c'est quelque chose que vous faites en permanence dans votre vie quotidienne, mais sans forcément le calculer de façon très précise, ou même parfois vous en rendre compte. Tu te souviens où est-ce qu'on a foutu les clés de la bagnole là? J'en ai besoin pour aller à la soirée de Julie. La soirée de Julie? Mais c'est à 1 heure de voiture d'ici. T'es sûr qu'on veut y aller? Ouais, bien sûr que je veux y aller. Ça va être énorme. Et en médecine, c'est comme dans la vie de tous les jours. Toutes les thérapeutiques, ou quasiment, présentent des risques. Mais elles permettent aussi d'espérer des bénéfices. On va donc faire une balance bénéfice-risque, comme dans la vie de tous les jours. Sauf qu'en médecine, on va pas la faire à peu près au feeling ou à la louche. On va essayer de la faire le plus rigoureusement, le plus scientifiquement et le plus précisément possible. Ce qui conduit en fait à faire un espèce de tu préfères. Tu préfères avoir des dents en mégot ou avoir une chanson de Patrick Sébastien coincée dans la tête jusqu'à la fin de ta vie? À 2 nuances près. La première, c'est que la médecine moderne s'appuie beaucoup plus sur des probabilités que sur des certitudes, et donc que le tu préfères comporte des probabilités. Tu préfères avoir 35% de chance d'avoir des dents en mégot ou avoir 60% de chance d'avoir une chanson de Patrick Sébastien coincée dans la tête jusqu'à la fin de ta vie? La deuxième, c'est que quand on fait cette balance bénéfice-risque, il est très important de mettre dedans les bénéfices et les risques en valeur absolue, et pas en valeur relative. Imaginez par exemple que pour aller de votre travail à votre domicile, vous ayez le choix entre 2 chemins. Soit vous passez par la rue Castagnier, ce qui va plus vite, mais c'est une rue qui est plus dangereuse, donc vous avez plus de chances de vous y faire agresser. Soit vous passez par un autre chemin. Là, ça va être plus long, mais c'est plus sûr, vous avez moins de chances de vous faire agresser. Alors, vous passez par où? Bah, ça dépend. Quand tu me dis que c'est plus rapide comment? C'est beaucoup plus rapide ou... Puis c'est pareil, quand tu me dis c'est plus dangereux comment? C'est beaucoup plus dangereux ou c'est un peu plus dangereux? Évidemment, pour que tu puisses te décider, il te faut une quantification. Il faut que les bénéfices et les risques soient chiffrés. Si vous passez par la rue Castagnier, votre trajet sera 50% plus court, mais votre risque de vous faire agresser va être multiplié par 3. Alors, vous passez par où? Ouais, mais enfin là, ça m'aide pas trop là. Ça diminue mon temps de trajet de 50%, mais je m'en fous de ça, moi. Je veux savoir combien de minutes ça me fait gagner sur mon temps de trajet. Puis c'est pareil, quand tu me dis c'est multiplié par 3, mon risque de me faire agresser, là. Moi, je veux bien, mais c'est combien mon risque de me faire agresser?
Une diminution de 50% du temps de trajet et un risque relatif de 3 d'agression peuvent correspondre à des réalités très différentes. Première situation, si tu passes par un autre chemin, ton temps de trajet est de 60 minutes, et ton risque de te faire agresser est de 1 100 000e. En passant par la rue Castagnier, ton trajet sera donc 50% plus court et durera donc 30 minutes, et ton risque d'agression sera multiplié par 3, ce qui le portera à 3 100 000e. Deuxième situation, ton temps de trajet par un autre chemin est de 10 minutes, et ton risque de te faire agresser est de 1 dixième. En passant par la rue Castagnier, ton temps de trajet sera donc de 10 minutes moins 50%, soit 5 minutes, et ton risque de te faire agresser de 1 dixième multiplié par 3, soit 3 dixièmes, donc environ un tiers. Alors, vous passez par où? Là, d'accord. Là, je peux te dire ce que je ferais. Alors, dans la situation 1, une chance sur 100 000 ou 3 chances sur 100 000, ça change pas grand-chose. Dans les deux cas, ça me paraît pas très risqué. Et puis, ça peut me permettre de gagner 30 minutes sur chacun de mes trajets. Clairement, dans la situation 1, je passe par la rue Castagnier. En revanche, dans la situation 2, bon, je suis pas à 5 minutes près. Hein. Donc, si ça peut m'éviter de faire passer mon risque d'agression de 1 chance sur 10 à 1 chance sur 3, je les prends, les 5 minutes de plus. Clairement, dans la situation 2, je passe par un autre chemin. Les situations 1 et 2 conduisent à des conclusions opposées. Pourtant, ce sont bien les mêmes valeurs relatives, moins 50% de temps de trajet, et un risque relatif d'agression de 3. Mais une même valeur relative peut avoir une traduction en valeur absolue très différente. Or, ce sont bien sur ces valeurs absolues qu'on s'appuie quand on prend notre décision. Et encore une fois, en médecine, c'est comme dans la vie quotidienne. Si on vous dit « avec les prothèses mammaires, vous allez avoir de plus gros seins », par contre, ça va augmenter votre risque de lymphome. Attendez, un lymphome, c'est un cancer, non ? Je vais quand même pas prendre le risque d'attraper un cancer pour avoir des plus gros seins. Ça serait complètement con. Si on vous dit avec cette taille de prothèse, vous allez pouvoir obtenir un bon essai. En revanche, vous allez doubler votre risque de développer un lymphome mature. Vous allez peut-être y réfléchir à 2 fois. Multiplier par 2 mon risque de lymphome. Merci docteur, mais je pense que je vais y réfléchir encore un peu. Si on vous dit vous allez passer de 1 100 000 par an à 2 sur 100 000 par an. Là, vous allez peut-être reconsidérer votre choix. Et vous les auriez en 90D ? Je vais voir ce que je peux vous trouver. Lorsqu'on se pose la question de l'intérêt d'un traitement, on va mettre d'un côté les bénéfices espérés du traitement et de l'autre côté ses effets secondaires possibles, c'est-à-dire ses risques. Et quand on va faire cette balance bénéfice-risque, on ne va pas mettre dans les risques des risques relatifs, mais des risques absolus. Alors parfois, c'est facile. Votre cancer de l'œsophage est certes curable par chirurgie, mais c'est une intervention qui est en effet risquée. Alors, est-ce que vous préférez être opéré de votre cancer de l'œsophage et avoir 4% de risque de mourir à cause de cette intervention, mais 50% de chance d'en être guéri? Ou est-ce que vous préférez ne pas être opéré et à ce moment-là avoir 100% de chance de mourir de votre cancer? Et parfois, c'est plus dur. Tu préfères avoir 50 à 75% de risque d'avoir un cancer du sein ou qu'on t'enlève les 2 seins? Ça va, le jeu tu préfères, c'est marrant 2 minutes, mais là c'est relou tes questions à la con. Sauf que malheureusement, c'est pas une question à la con pour tout le monde. C'est exactement la question à laquelle a dû répondre Angelina Jolie, comme toutes les femmes qui sont porteuses du même gène de prédisposition au cancer qu'elle. Parfois c'est facile, mais on a pourtant du mal à le comprendre. C'est le cas notamment dans le cadre des traitements préventifs. Didier a 55 ans. Il y a quelques mois, alors qu'il ne se plaignait de rien, son médecin lui a prescrit de l'aspirine. Donc aspirine, 100 mg, une fois par jour. Quelques semaines plus tard, Didier a fait un accident vasculaire cérébral hémorragique à cause de l'aspirine. Aujourd'hui, il est partiellement hémiplégique. Didier, alors que vous ne vous plaignez de rien, vous vous êtes vu prescrire de l'aspirine par le docteur A, et à cause de ça, vous êtes aujourd'hui gravement paralysé. Didier, quels sont vos sentiments aujourd'hui? Contacté, le docteur A reconnu les faits. Effectivement, il existe une part attribuée à l'aspirine dans l'AVC hémorragique de Didier. Et on peut dire que sa défense est plutôt confuse. Mais j'ai aussi plusieurs dizaines de patients comme Didier, à qui l'aspirine a permis d'éviter des AVC ischémiques, des infarctus du myocarde ou des cancers du côlon. Vous pourriez nous mettre en contact avec eux afin que notre équipe d'investigation puisse vérifier vos dires? Bah non, justement, je peux pas vous dire qui c'est, puisque comme l'aspirine leur a justement évité de faire la maladie, on peut pas savoir qui c'est. On peut juste savoir qu'il y a des patients qui normalement auraient dû faire la maladie et qui, grâce à l'aspirine, ont évité d'avoir... Et ta grippo? Dès les premiers symptômes, aussitôt placebo soulage efficacement les symptômes du rhume.
De retour sur le plateau de Direct Investigation où nous reparlons du scandale de l'aspirine à l'origine de graves paralysies. Et c'est vrai. Sauf que ce que Direct Investigation ne nous dit pas, c'est que sur les 5000 hommes comme Didier, de 50 à 60 ans, à haut risque cardiovasculaire, que le docteur a mis sous aspirine, 13 ont, grâce à cette prescription préventive, évité de développer un infarctus du myocarde. 6 ont évité un cancer du côlon et 4 ont évité un AVC ischémique. Sauf que, si par essence on ne saura jamais qui sont ces 23 hommes qui ont, grâce à cette prescription d'aspirine, évité de développer une maladie grave... Vous pourriez nous mettre en contact avec eux? Bah non, justement, je ne peux pas vous dire qui c'est. On sait qu'il y en a 23 sur les 5000, mais on ne sait pas qui ils sont. On sait en revanche très bien qui a, à cause de cette prescription, développé un AVC hémorragique. Il a un visage, il a un nom, et c'est Didier. Est-ce que, pour autant, ça veut dire que le docteur A fait une erreur en prescrivant de l'aspirine à Didier? Est-ce que, pour autant, ça veut dire qu'il faut arrêter de prescrire de l'aspirine dans ce cas très particulier des gens comme Didier? Tu préfères avoir une chance sur 1000 de mourir ou avoir une chance sur 10 d'avoir de la fièvre pendant quelques jours? Une chance sur 1000, comme ça paraît pas beaucoup. Mais en fait, quand il s'agit de mourir, c'est énorme. Du coup, il est tout pourraf dont tu préfères, c'est beaucoup trop facile de choisir. Et pourtant, la réponse n'est pas évidente pour tout le monde. Dans votre vie, vous avez 90% de risque de rencontrer le virus de la rougeole. Que se passe-t-il en cas d'absence de vaccination? Dans un cas sur 1000, nous avons une inflammation aiguë du cerveau qui peut conduire, dans 20% des cas, à des séquelles neurologiques et à 10% de cas de décès. Et dans un cas sur 100 000, une inflammation chronique neurologique qui conduira elle-même au décès. À côté de ça, nous avons également des atteintes pneumologiques dans 1 à 6% des cas, dont 3% vont conduire au décès. Donc nous avons au total un décès pour 1000 cas de rougeole. Et si vous ne décédez pas, vous avez des risques de complications comme l'inflammation du cerveau, des problèmes du poumon ou bien l'otite. Et ces complications peuvent laisser des séquelles à long terme sur votre organisme. À côté de ça, en cas de vaccination, que se passe-t-il? Suite à ce vaccin, vous pouvez avoir 10 à 20% de fièvre après la vaccination. Et quelques cas très exceptionnels, allergiques un peu plus poussés. Du coup, la question « est-ce que je dois me faire vacciner contre la rougeole ?» revient à la question « est-ce que je préfère avoir une chance sur 1000 de mourir ou avoir une chance sur 10 d'avoir de la fièvre pendant quelques jours ?» C'est pas très compliqué comme question en fait. Non, pas pour toi qui es abonné à Medifact, mais c'est pas le cas de tout le monde. Sauf que 10% des parents vont voir que leur enfant qui allait très bien avant le vaccin va avoir de la fièvre après. Alors que par définition, aucun parent ne saura jamais que le vaccin a sauvé la vie de leur enfant. Alors que ce sera bien le cas, dans un cas sur 1000. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que la balance bénéfice-risque est souvent mal comprise dans le cadre des traitements préventifs? Bah oui, mais il faut leur expliquer. Et qu'est-ce que tu crois qu'on est en train d'essayer de faire là? En revenir au Mediator. Effectivement, une augmentation d'un risque de 49 100 millièmes par an, comme ça n'a pas l'air beaucoup. Je te rappelle que dans le cadre du traitement des cancers œsophages, par exemple, on utilise des thérapeutiques qui ont 4% de chance d'être mortelles. Bon, il est vrai qu'à côté de mes 4% de mortalité, les 49 100 millièmes de risque d'insuffisance valvulaire sous Mediator n'ont pas l'air bien méchants. Mais elles offrent par ailleurs un bénéfice colossal, puisqu'elles permettent d'espérer des taux de guérison de 50% d'une maladie qui sinon serait constamment mortelle. Sauf que, contrairement à la chirurgie des cancers œsophages, le Mediator n'apporte quasiment aucun bénéfice. Alors, pourquoi prendre un risque, ne serait-ce que de 49 100 millièmes par an, si par ailleurs, on n'attend aucun bénéfice du traitement? Le Mediator n'a probablement pas sauvé beaucoup de vies, alors qu'il a été responsable de plusieurs centaines de morts rien que par ses effets valvulaires. La balance bénéfice-risque du Mediator a donc été jugée défavorable, et le médicament a été retiré du marché. Malheureusement, beaucoup trop tard, mais ça, c'est un autre problème. Ah ouais, c'est un enfoiré ce Jean-Michel en fait. Sauf que quand Jean-Michel a commencé à vendre son Mediator en 1974, il savait pas que son médicament donnait des insuffisances valvulaires. Comment est-ce qu'ils pouvaient ne pas savoir? Ils font pas d'études avant de vendre leur médicament?